Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, toujours votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval au Québec, à Québec. Nous sommes en deuxième heure, donc si vous nous écoutez maintenant, j'ai décidé finalement d'espacer les deux épisodes en 2 semaines. Parce qu'on avait beaucoup à dire, il y avait beaucoup de monde en studio. D'ailleurs, Frédéric Plamondon nous a rejoint en studio. Comment ça va, Fred? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Toujours en studio aussi avec Shirley Plumeran. Ça va aussi bien qu'il y a 1 heure, Shirley? Ça va très, très bien. Bon, Shirley, toujours de passage à Québec. On a fait le tour, Fred, on a fait nos suggestions, quoi visiter, quoi faire. Véronique Tremblay, Sylvain Munger nous ont quittés entre-temps, on les a libérés, mais pour être remplacés par Fred. Fred, ce matin en conférence, on est allé voir Shirley et moi, on s'est rendu, il était en conférence ici sur le campus de l'Université Laval. Très bon, Fred. Ouais, vraiment. Excellente présentation. Peut-être, tiens, c'était tellement bon, j'ai envie d'en parler un peu à nos auditeurs, auditrices. De quoi tu nous as entretenu ce matin dans ce panel? C'était une question ou t'allais dire aux auditeurs, aux auditrices? De quoi tu nous as entretenu, Fred, pendant ce panel? Point d'interrogation. Oui, en fait, c'était... Wow. Merci, ça, c'était plus juste. Oui, écoute, faut être explicite. Plus naturel également. Oui, bon. Tout à fait. Excusez, vas-y. En fait, c'est le comité d'éthique à la recherche de l'Université Laval, le CERUL, qui organisait cette année, dans le cadre de la semaine... Sur la conduite responsable en recherche. Merci beaucoup. Une conférence, ou en tout cas une série de conférences, puis un atelier panel, en fait, autour de la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans un contexte de recherche, ou de l'intelligence artificielle en général, là, si on veut. Puis on m'avait demandé d'intervenir. Mais moi, On vous a demandé aussi de raconter des applications que vous faites, des utilisations, comment vous avez expérimenté l'intelligence artificielle dans le cadre de vos cours comme chercheur ou comme enseignant. Là. C'est ça. C'était plus, l'objectif, c'était plus de documenter un peu des pratiques ou des cas d'usage là, plus associés à l'éthique de la recherche. Mais dans mon cas, j'en avais pas vraiment, mais j'avais envie de quand même porter la réflexion un peu plus haute, si on veut, que les cas d'usage. Parce que je trouve personnellement que quand on s'intéresse à l'éthique de l'intelligence artificielle, puis qu'on est braqué sur les usages ou qu'on se concentre trop sur les usages, on a trop le nez collé sur l'arbre, puis on perd de vue la forêt. Puis la forêt, c'est les conditions de travail, c'est les conditions dans lesquelles on va utiliser ou qui vont, si on veut, influencer les choix technologiques qu'on fait. Vraiment. Puis ça, c'était la conclusion de ton intervention. Ça, c'est la conclusion. C'est-à-dire que si on veut réfléchir à l'éthique de l'intelligence artificielle, pas nécessairement dans le contexte d'un comité d'éthique à la recherche, là, mais dans un contexte plus large, si on veut réfléchir à l'éthique de l'IA, je proposais de commencer à réfléchir à ça dans une perspective qui rend compte de nos valeurs communes et collectives, de comment on pense le travail, comment on se représente nos activités en matière de production du savoir puis de consommation du savoir, puis à camper aussi cette réflexion-là dans l'industrie elle-même, qui est une industrie délinquante. Parce que je trouve que quand on s'intéresse juste aux usages, on est un peu à la remorque des outils qui sont développés par les grands fournisseurs de services. Puis là, oui, ça manque de réflexion en amont, dans quel contexte ça s'inscrit. Peut-être, moi, ce qui m'a marqué dans ta conférence, c'est les utilisations que tu as, l'expérimentation pédagogique que tu as faite. Tu reviendras à ce propos-là peut-être en conclusion, Fred, mais parle-moi des applications que tu as fait, de l'expérimentation que tu as fait avec tes étudiants. C'est ça, en fait. C'est que cette réflexion-là de plus large portée, plus philosophique, on pourrait dire. Oui, quand on la regarde sur le terrain. Oui, quand on la regarde sur le terrain, je me suis dit, mais comment mes étudiants, qui sont un peu les canaris dans la mine, si on veut, c'est leurs propres usages qui vont déterminer comment ils vont produire du savoir dans le contexte de leurs études. Si certaines d'entre elles vont dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation supérieure, elles vont aussi probablement contribuer à des recherches au 2e ou au 3e cycle. Fait qu'il y a des habitudes, puis des utilisations, puis des cas d'usage qui vont avoir intégré, si on veut, alors qu'ils faisaient leurs études au 1er cycle, donc au baccalauréat.
Ce qui fait que je me suis dit, tiens, voilà un laboratoire intéressant, ma propre classe. Je me dis, on va voir qu'est-ce qui, dans la classe, dans le contexte de mes étudiants, dans leur environnement, qu'est-ce qui influence leurs usages. Fait que l'idée ici, c'est pas juste de savoir comment ils l'utilisent, mais qu'est-ce qui les pousse à utiliser ces outils-là. La question de fond, si on peut la résumer simplement, c'est comment se fait-il, pour en prendre une très simple, comment se fait-il que des étudiantes et des étudiants préfèrent me remettre un texte qui a été généré par un modèle plutôt que de s'adonner à un véritable travail intellectuel? Ouais, un texte peut-être bien écrit, formellement, grammaticalement, c'est intéressant, mais c'est très peu pauvre. Voilà, c'est exactement, c'est bien formulé. Il y a des idées très simples, mais c'est bien formulé, alors qu'il pourrait prendre le risque d'avoir des idées un petit peu plus complexes, de pousser la réflexion, puis au pire, ça sera un petit peu grammaticalement parlant, ce sera peut-être plus... Ce sera pas de la grande littérature. Ça se peut. Mais il va avoir eu un effort pour explorer des idées ou des rapports entre idées, entre concepts. Ouais, puis pourquoi ils font ce choix-là? Qu'est-ce qui les amène à faire ce choix-là? Comment se fait-il qu'on préfère des images qui ont été générées par un modèle de création d'images plutôt que de chercher à développer une capacité à prendre la photo ou à modifier soi-même? Bref, c'est des questions comme ça Pourquoi on préfère prompter un outil comme ça au lieu d'engager un artiste? Exact, c'est en plein ça. Évidemment, il y a des questions de performance, d'argent, là, ça c'est clair, mais dans le contexte de mes étudiants, ils feront pas une scène à m'en mettre un texte, un texte synthétique par ailleurs. Ce qui fait que je me suis dit, je vais les amener à créer un robot conversationnel appliqué à la gestion des ressources humaines, au management ou à d'autres dimensions des relations industrielles. Quelle belle idée! Mais prends tes étudiants. Ouais, vas-y, c'est brillant d'avoir fait ça. Je pense que dans très peu de temps, ce sera c'est déjà quelque chose qui va être nécessaire et qui va être utilisé dans tous les jours en industrie. Exact. Je pense qu'il y a plein de nouvelles et nouveaux utilisateurs qui vont faire ça de manière automatique presque. Là. J'ai quelque chose à faire, je vais prendre un modèle linguistique puis puis là, tu pousses, je vais le raffiner, je vais le surentraîner si on veut, je vais faire du RAG et je vais utiliser une base de connaissances pour qu'il me donne le résultat dont j'ai besoin. Puis là, tu pousses le concept en disant on va déjà vous former, on va les tester, je vais vous obliger quasiment à utiliser ces outils-là. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Ça fait, c'est le Il y a une note, là. Il y a une note. Puis, ils étaient obligés aussi de tester les modèles. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, de voir comment les différents modèles. On est dans l'IA générative, hein, évidemment. Ils testaient la différence entre Claude puis. Il y avait Claude, ChatGPT. Je pense que Llama était disponible à ce moment-là, mais je me souviens plus exactement. Tu as utilisé ces modèles-là pour faire ce que j'ai vu, des applications. Eux-mêmes développaient leur propre. C'était des bots? Il fallait, c'est ça. C'est vraiment des assistants, là, donc des robots conversationnels, mais appliqués à des tâches spécifiques qu'on retrouve dans une organisation. Quel genre de tâches parce que c'était des tâches typiques là, de gestionnaire, ressources humaines? De gestion ou d'organisation du travail, pour le dire plus largement comme ça. Mais ils pouvaient aller en santé, sécurité du travail, relations du travail, politique publique d'emploi ou management ou gestion des ressources humaines. Ils pouvaient quand même se promener dans ces éléments-là, dans ces différents champs-là. Puis là, tu avais des robots conversationnels créés par tes étudiants. C'est ça, exact. Fait qu'ils devaient avancer leur réflexion en disant, dans mon environnement ou dans mon travail, là, qu'est-ce qui serait utile d'avoir? Fait que là, j'ai une équipe d'étudiantes qui avait de l'intérêt pour aller à la maîtrise en ergonomie. Puis en santé sécurité du travail, et qui se sont dit nous on voudrait développer un robot conversationnel qui va soutenir les travailleuses et les travailleurs pour rendre leur environnement de travail plus sécuritaire, plus sain, moins enclin à causer des micro-blessures, par exemple. Mm-hmm. Ou des troubles musculo-squelettiques. Fait qu'ils ont développé cette équipe-là, les filles qui la composaient, il y avait aucune expérience là-dedans. Ils connaissaient à peu près rien de ça au départ, à part ce qu'on en entend parler en science-fiction. Puis j'en parle de celui-là parce que le robot... Parce que là, ça devient concret. Là, c'est pas juste la science-fiction. Non. Prenez de l'IA, développez un outil, puis votre outil ciblez un besoin, puis votre outil, il doit répondre à ce besoin-là. Puis eux autres, c'était ça. Il y avait d'autres robots conversationnels. Oui, il y en avait, par exemple, pour aider les conseillères RH à se piloter dans une convention collective. Bon, c'est compliqué, la convention collective. On a un chatbot.
Tu poses tes questions au chatbot, puis il répond tel article. Exact, Bon. c'est ça. D'autres, c'était plus pour la résolution de conflits dans le cas d'un rapport interculturel, par exemple, dans l'organisation. D'autres allaient vers le programme d'aide aux employés. D'autres étaient plutôt pour faire du onboarding, là, pour l'intégration des nouveaux employés au travail. D'autres, c'était pour la prise de décision. Par exemple, si vous êtes un gestionnaire de proximité puis qu'il y a un conflit qui advient, ben c'était d'avoir un robot qui donne des conseils pour être capable d'analyser une situation puis de prendre des décisions dedans. Puis les étudiantes devaient mesurer les conséquences, mesurer les risques, puis mesurer aussi, anticiper les conséquences là, si jamais il y a quelque chose qui allait pas, puis identifier des mécanismes qui permettaient qui auraient permis là, aux collègues qui l'utilisent de soit amener une correction, faire des corrections à la politique organisationnelle d'utilisation de l'IA, par exemple, réfléchir à un mode de gouvernance dans l'organisation, de comment on gère ce genre de choses-là. Puis individuellement, ils devaient me remettre un essai critique qui portait sur la place de l'IA dans le monde du travail. Oui, très bel outil. On développe l'outil, puis en plus, on développe un sens critique par rapport à cet outil-là concret. Il y a même une équipe qui avait développé un chatbot... Fred, comment il s'appelait? Fred oui. Bot. C'est génial. En fait, c'est ça. Je suis en train de l'échapper, là, mais c'est ça le clou du spectacle, si on veut. Je suis là pour ça. Là. Ben oui, il y a une équipe qui est venue me voir peu de temps avant l'examen de mi-session, puis qui nous dit Monsieur Plamondon, Fred, comme il m'appelle d'habitude, plus. On a développé un Fred GPT. Je ne sais pas s'ils l'ont appelé comme ça. Ça, c'était la dramatisation, mais c'était un robot conversationnel qui avait alimenté... Tu l'as appelé Fred GPT, c'est toi qui l'as nommé comme ça? Oui, mais ils l'ont nommé comme ça dans la conversation, mais je l'ai pas vu, le robot. Hein. C'est l'heure bébelle, mais ils ne l'ont pas montré. Parce que du coup, c'était en plus de leurs travaux qui étaient notés. C'était une initiative... personnelle. C'est génial, parce que ça veut dire que tu les as vraiment piqués. Là, maintenant, on est capable d'en faire des robots conversationnels. On va en faire un qui va être vraiment utile. Puis l'utilité qu'ils ont trouvé à ça, c'est quoi? Ben, c'est de les aider à l'étude, de les aider dans la rédaction de texte, de répondre à des questions pour clarifier des notions puis des concepts. Puis là, ils ont entraîné ce robot-là avec du contenu à toi, du contenu... Quel type de contenu qu'ils ont utilisé? Sans ton consentement? Ça, ils me l'ont fait. C'est des débutants, mettons. Oui, mais c'est concret, là. C'est concret. C'est ça, là, sans ton consentement. Sans mon consentement, mais c'est ça. On a bien rigolé quand même, mais ils ont pris mes notes de cours, mais ils ont surtout pris leurs propres notes de cours. C'est ça que j'ai trouvé plus intéressant au départ, c'est qu'ils ont pris leurs propres notes de cours entre eux, qui ont collecté. Ça induit un biais direct dans l'outil. Là. Oui, exact. Mais ils sont aussi allés chercher ma maîtrise. Ah oui? Carrément, on nourrit la bête avec ta maîtrise. Ma maîtrise qui porte sur... C'était-tu digeste ou indigeste de nourrir? Je ne sais pas exactement. Ma maîtrise, honnêtement, c'est un peu comme lire Kant. C'est vraiment plate, mais on en retire quelque chose. Ah, OK, ouais, je comprends où tu t'en vas. Écoute, c'était sur l'interprétativisme dwarkinien. Ah oui, non, ça prend une intelligence artificielle pour comprendre exactement où tu t'en allais. Vraiment, en fait, c'était d'ailleurs un des commentaires des évaluateurs, c'est cet essai a au moins le mérite de couvrir l'ensemble de l'œuvre de Ronald Dworkin. J'avais trouvé ça chien et en même temps gentil. Merci. Mais c'est ça. Fait que, donc, ils ont nourri la bête à partir de leurs propres notes de cours, à partir de tes travaux de maîtrise, à partir de peut-être le syllabus de... Le syllabus, des PowerPoint. Le syllabus en français, c'est quoi? Le plan de cours. Voilà, merci. Non, ne regarde pas, Jean-François. Moi, j'apprends le québécois, j'oublie le français, là. Mon syllabus, c'est en anglais. Puis... Donc, ils ont nourri tout ça, ils ont nourri cette bête, puis à partir de la bête... Ils ont rédigé un prompt. Ils ont fait une amorce. Après ça, ils ont testé des déclencheurs. L'amorce, c'est le prompt de base. Là. C'est ce qu'on ne voit pas en arrière de la machine. Là. C'est ce qui contraint les résultats du modèle, si on veut. Puis après ça, ils l'ont testé dans des discussions. Puis quand ils se sont rendus compte que ça faisait bien, voilà, on a un petit Fred GPT. Il est là, il est créé. Tu lui poses des questions, puis il répond à tes questions comme si c'était un prof. Fait que si ton prof... te réponds pas. C'est ça. Ça a été d'ailleurs un des commentaires, là, c'est-à-dire, j'ai un job, j'ai des enfants, à 10 heures, tu réponds plus. Tu sais, à 10 heures le soir, tu réponds plus à mes demandes. Le robot est là pour... Ça donne vraiment pour suppléer. Puis tu avais une belle réflexion. En fait, ça revient à ton introduction, là, c'est-à-dire que ce que tu t'intéresses, c'est les conditions. Là. Donc, pourquoi les étudiants ont recours à ce genre d'outils? Le lien que tu faisais aussi avec l'espèce de... Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est l'influence
du capitalisme avec un grand C sur l'enseignement, sur la recherche. Il y a ça aussi là, qui est en amont, là, qui influence. On n'en parle pas, là, mais c'est parce que le capitalisme a aussi son influence en recherche et en enseignement qu'on en est là. Ben oui, forcément. Mais en fait, c'est un peu ça. Ça, c'est un prétexte. Comme je disais, les usages sont intéressants, il faut s'en préoccuper. Mais derrière les usages, il y a le contexte dans lequel on travaille puis qu'on produit des savoirs qui influencent nos choix technologiques. C'est vrai en organisation aussi. L'environnement organisationnel va influencer le choix des décideurs, des décideuses par rapport à quelle technologie on va utiliser pour livrer notre service ou notre produit. Tu sais, ça fait partie de... je dirais que c'est une réflexion stratégique assez commune. Mais on l'oublie quand on parle d'intelligence artificielle parce qu'on voit juste l'intelligence artificielle, mais on voit pas très bien exactement on se concentre sur les usages. C'est normal, c'est évanescent. On n'a jamais vu un centre de données à côté de nous. Puis c'est pas... Je pense que c'est pas... En tout cas, c'est une autre histoire, là. Mais le fait qu'on les voit pas beaucoup, les centres de données, puis qu'on voit pas comment le territoire est occupé par l'infrastructure numérique, à ce sujet-là, il faut lire le livre de Ophélie Coelho, qui est vraiment excellent, qui s'appelle Géopolitique du numérique. Est à l'université, ça fait pas longtemps, mais je la branche, là. Mais si on s'intéresse à ça, il faut vraiment aller voir là. On perd de vue que le numérique, l'IA, c'est pas juste quelque chose qui est évanescent, c'est pas quelque chose qui est dématérialisé. C'est pas dans les nuages. C'est pas dans les nuages. Même ce qu'on appelle le cloud, là, il y a des vrais serveurs avec des vrais bouts de fil. Du vrai matériel, puis du vrai bout de fil, puis les bouts de fil qui connectent les continents ensemble sont souvent, c'est souvent la propriété de grands fournisseurs de services comme Google, Amazon, etc. Puis on l'oublie, ça, à quel point le numérique est territorial. Fait que dans ce sens-là, tu sais, quand on réfléchit l'intelligence artificielle dans son développement puis sa commercialisation, il faut pas perdre de vue que le pouvoir est concentré autour de gros acteurs, en fait, pharaoniques, là, des acteurs qui ont des pouvoirs aussi pharaoniques, puis sur lesquels une bonne partie de l'économie repose parce que c'est eux autres qui opèrent les infrastructures qui permettent de faire ça. Fait que tu sais, quand t'as quelqu'un comme Meta ou comme Microsoft ou Google, puis OpenAI maintenant, évidemment, mais OpenAI est peut-être moins dans le matériel, mais... Ça va venir. Ça va venir. Ouais. Mais tu sais, c'est des gens qui... c'est des compagnies qui sont capables de regrouper, de coaliser une puissance, une force de frappe matérielle, parce qu'ils ont les serveurs, puis le filage, puis etc., une force de frappe logicielle, parce que c'est eux autres qui développent ces éléments-là. Puis tranquillement, pas vite, ils sont aussi capables d'avoir une force de frappe normative ou éthique, parce qu'ils pilotent aussi tout le discours autour de l'intelligence artificielle. Puis c'est là que je voulais en venir. Je voulais voir comment le discours sur l'IA, comment nos perceptions envers la technologie, qui sont des perceptions généralement optimistes, là, on pense que ça va régler nos problèmes, comment ça influence dans l'environnement de mes étudiants, comment ça influence leur comportement. Puis ce que j'ai compris, puis évidemment, c'est rien de scientifique, là, c'était une expérience exploratoire pour voir un peu ce qui se passait. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que dans beaucoup de cas, mes étudiants sont polyactifs, comme à peu près tout le monde. Ils ont des jobs, ils travaillent. Manque de temps, manque de ressources. Ouais, manque de temps, manque de ressources. Ils ont plusieurs activités manque d'aide, en même manque temps. d'encadrement. Manque d'aide, etc. Puis en même temps, avec une pression constante de performance, d'efficience, il y a des livrables. Puis en plus, à travers les livrables, il faut être innovant. Il faut développer quelque chose. Puis ça, c'est un discours qu'on entend tout le temps. Tu sais, apprentissage tout au long de la vie, c'est sûr, si on va être capable de tenir le rythme. C'est ça. Mais en même temps, l'apprentissage tout au long de la vie, c'est intensif, là. C'est dur, là. C'est pas simple. Oui, il faut intégrer ça avec le reste, là. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas toutes les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes contextes. Ce qui fait que je voulais voir comment mes étudiants, là-dedans, qu'est-ce qui les influençait. Puis souvent, ce qui les influence, c'est, par exemple, pour des textes plus lourds, des textes qui ont un contenu plus, je dirais, philosophique ou théorique, les étudiants ont plus de difficultés, fait que leur réflexe, c'est d'aller vers avoir un petit résumé comme ça pour avoir un petit résumé. Puis là, ils font confiance à la qualité du résumé. Moi, ça m'échappe tout le temps, là. C'est pas parce que le résumé, il est pro format puis pas authentique, mais pas parce que tu qui est conforme au point que l'auteur voulait mettre, que c'est ça qui t'intéresse dans l'article, tu sais. Je veux dire, c'est que le résumé fourni soit en tout point adéquat puis conforme à ce que l'auteur est en train de dire puis ce qu'il voulait conclure finalement. Ça, c'est une chose. À savoir, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est ces idées-là qui t'intéressent ou c'est autre chose dans le texte qui t'intéresse? C'est peut-être une petite phrase qui t'intéresse, c'est peut-être juste une idée qui est... Oui, c'est vrai. Fait que tu sais, on fait confiance à ça comme si c'était ça qui était intéressant. Mes étudiants nommaient ça. Difficulté de lecture, difficulté de rédaction aussi. Rédiger un essai de 6 ou 7 pages, c'est tough.
C'est pas facile pour tout le monde. Ben C'est non. pas également facile. Après ça, j'ai des enfants. Fait que je peux juste travailler le soir. Il faut que j'aille un vis-à-vis. Il faut que j'aille quelque chose. Ce qui fait que c'est vraiment un contexte où il y a une intensification des activités. Dans le cas du travail, il y a une intensification des activités de travail parce qu'on externalise les tâches plus simples ou tranquillement pas vite ou de plus en plus rapidement, en tout cas, à des systèmes autonomes. Ça fait qu'il nous reste juste des tâches complexes. Des tâches complexes, par définition, ça demande de l'énergie, ça demande de la nuance, ça demande plus de travail. Puis là, on n'en a pas. C'est peut-être plus le fun, mais quand tu as juste ça, des tâches complexes, tu commences à sentir de la pression à un moment donné, il faut que tu livres. Puis là, évidemment, les grandes compagnies, les grands fournisseurs ont le beau jeu de dire « Hey, on a une solution qui va te faire gagner du temps, qui va te faire aller plus vite, etc. » Fait que dans toutes ces discussions-là, on se dit, on va l'utiliser, mais il faut l'utiliser de manière responsable. Puis là, les utilisateurs, utilisatrices deviennent responsables de l'utilisation correcte. De leur propre utilisation. C'est ça. Puis on oublie qu'à quelque part en arrière, il y a quelqu'un, une compagnie, qui s'enrichit avec ça. Fait que là, je me dis, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, dans les milieux humains, là, pas l'intelligence artificielle appliquée à de la recherche scientifique, là, ça c'est autre chose, mais dans les milieux humains comme le travail, les organisations, la vie en général, peut-être qu'on est face à une espèce de serpent qui se mange la queue, en fait. Dans beaucoup de cas, peut-être que c'est pas une solution, c'est pas une véritable solution, c'est peut-être plus, au contraire, une espèce de médicament qui vient cacher des symptômes plus profonds, qui fait qu'on oublie des symptômes plus profonds. C'est ça que comme ta réflexion sur les applications, je pense que c'est ça aussi. Là, on se concentre un peu trop sur les applications, on se concentre peut-être trop en aval, mais on oublie de regarder en amont ou dans le contexte qu'est-ce qui a généré tout ça, qu'est-ce qui est à l'origine de ces problèmes-là. On essaie de les résoudre de toutes sortes de façons, mais on pourrait peut-être s'attaquer aux problèmes à la source. C'est comme s'il y avait un tabou de critiquer les effets du régime capitaliste ou de l'idéologie productiviste, ou etc., alors que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent que ça nous rend malades tranquillement. Ça crée des problèmes de mettre autant d'intensité sur l'efficacité. Allez, il faut produire, il faut produire, que ce soit des idées, des textes, des voitures, de ce que tu veux, là, puis cette pression-là. Tout le temps innover. C'est comme une espèce de... C'est une pression là, qui est constante. Puis on comprend l'intérêt de faire ça. On se dit que ça va être collectivement payant, mais dans les faits, c'est pas à ce point-là collectivement payant quand on regarde comment la richesse ou je dirais les ressources sont redistribuées. Là. Vraiment passionnant de t'entendre de nouveau. Tu as fait toutes sortes de nuances que tu n'avais pas faites ce matin. C'est intéressant de t'entendre, Fred. Un beau propos qui sort de, justement, là, souvent on parle des applications. Là, on a de belles applications, on a des outils pour résoudre toutes sortes de problèmes. Oui, mais pourquoi on développe ces outils-là? Puis pourquoi on est rendu à développer des outils aussi sophistiqués que des outils qui puisent dans l'intelligence artificielle, alors que à la source, il y a des problèmes qu'on hésite peut-être à pointer du doigt ou s'attaquer à la source. C'est ce que je voulais dire. Merci, Fred. Fred, encore, je voulais donner du temps aussi. Shirley est avec nous en studio. Je voulais, on avait fait un tour de roue dans notre première partie. Shirley, banc d'essai, actualité. On sort un peu. Désolé, Fred, on va lâcher un peu. Ou on va y revenir. C'est ce qui est arrivé. Oui, on va obligatoirement y revenir. Parce que moi, j'aurais plein de choses à dire, mais tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure. Tout à l'heure, bon, c'est bien. Garde ça en tête. Toi, Shirley, de quoi tu avais envie de nous entretenir? Moi, je voulais vous parler du coup d'un documentaire qui a été réalisé par une grande reporter française, Solène Chalvon, Fioriti, désolée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pas et du je tout. ne sais pas si vous connaissez du coup ces deux documentaires qu'elle a fait. Le premier, c'est Afghan. Non, pas du tout, ça vous parle pas. Ok, bon. Et le deuxième, c'est Nous, jeunesse d'Iran. Zéro ça. 0-0. Bon, 0-0. Ok, très bien. D'où l'importance que tu nous en parles pour qu'on les découvre. Eh ben c'est parti. Déjà pour son premier, juste pour info, elle est vraiment, c'est une personne très très intéressante. Je vous invite à découvrir son travail. Et son premier documentaire est disponible encore, je crois, sur France 5. Alors, j'ai regardé ce matin par curiosité. Donc, n'importe quel Français de France pourra avoir accès gratuitement
sur la plateforme de France 5, voilà, accessible en ligne, le dernier documentaire Nous, jeunesse d'Iran, mais j'ai regardé ce matin, je peux pas y avoir accès depuis le Canada. Je suis bien malheureuse, donc il doit il doit y avoir une possibilité d'y avoir accès, mais je vous invite vraiment à regarder. Un proxy. Un petit VPN à quelque voilà, part. je vous laisse. Bon, voilà. Ou sinon, voilà. on va l'écouter là-bas aussi. Venez, c'est venez, ça. on se fait une projection. Ça fait 2 fois qu'on peut dit être ça, très là, sympa. on va le faire. Ouais, mais il Fred. faut que tu vendes la pub, là. Faut que tu vendes la pub là, pour financer. Ah oui, c'est vrai. Plus tard. Continue, Charlie. Du coup, son premier documentaire a été déjà a fait un petit buzz sur la plateforme. Elle a vraiment fait des chiffres incroyables pour un documentaire et elle a de nouveau tapé dans le mille, je trouve, avec son nouveau documentaire. Et pourquoi j'en parle, c'est parce qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle pour préserver l'anonymat des jeunes qui ont été interviewés, qui apparaissent en fait dans son documentaire contre la République du coup islamique en Iran. Yeah. Et au lieu de flouter tous les visages donc de ces jeunes, parce que du coup elle dresse le portrait de plusieurs jeunesses donc au pluriel d'Iran, ce qui est très très intéressant, qui ont été complètement bouleversées, traversées par l'onde de choc qui a été le soulèvement voilà qu'on connaît tous dans ce pays. Et du coup c'est incroyablement intéressant. Et donc au lieu de flouter tous les visages, elle a utilisé donc le deepfake, la technologie du deepfake, pour redonner un visage à ces personnes et à ces femmes. Je viens d'avoir un frisson rien que d'en parler. Donc, j'ai trouvé ça incroyable. Et elle a, pour précision, elle n'a pas pu se rendre sur place. Donc, elle a formé à distance une jeune qui a accepté de participer au documentaire. Donc, pendant 1 an, elle a été son apprentie journaliste formée à distance, puisque les 2 visas les 2 demandes de visa qu'elle a formulées ont été refusées. Bon. Est-ce surprenant? Non. Et donc, voilà, du coup, pour cet aspect sécuritaire, pour protéger tous ces jeunes, donc visage modifié, je trouve ça hyper intéressant. Donc, moi, mon propos, je voulais le séparer en 2, en parlant à la fois de son point de vue et le point de vue d'un autre journaliste. J'ai trouvé ça hyper intéressant de les mettre en perspective, parce qu'ils parlent de la même chose et, donc elle défend son. C'est une première dans un documentaire français. C'est utilisé aux États-Unis, mais c'est une première en France. Donc rien que pour ça, voilà, elle fait jurisprudence et bravo à elle. Et son objectif, c'était vraiment de rendre un visage à chacune. Et tout en les protégeant, mais en gardant donc les expressions, les mimiques des personnes, ce qui est incroyable, tout en les protégeant. Au lieu de les invisibiliser, elle c'est ça. Digitaliser d'une certaine C'est ça. Anonymiser. Ouais. C'est incroyable. Et du coup, il y a cette idée, elle voulait redonner une humanité. Merci. C'est la fin de journée. Ça fait 2 heures. On s'en parle. Il faut se concentrer, c'est dur. Redonner un visage, redonner une humanité. Ouais. Et vraiment, c'était un choix Très volontaire de sa part. C'était vraiment. Et là, on en parlait en off tout à l'heure. D'où cette idée d'utilisation du deepfake, une utilisation vertueuse pour une fois. Donc, j'ai trouvé faut les noter, parce que c'est sûr que les utilisations maladroites, malencontreuses, il y en a plusieurs, puis on les met souvent de l'avant, mais quand il y a des utilisations à célébrer, faut le faire aussi. Surtout qu'il y a cette idée aussi de un peu de pied de nez du coup au régime en place, parce que donc ils ont cette capacité technique de déflouter un flou. Là, c'était aussi de leur dire voilà, c'était retourner aussi l'usage habituellement sécuritaire qu'on va faire de l'intelligence artificielle. Donc vraiment pour promouvoir une forme de liberté. Donc vraiment, je trouvais la démarche hyper intéressante, vraiment. Même philosophiquement. Enfin, il y a énormément de choses à dire. Je me demandais à quoi ça peut servir le deepfake. Je voyais juste des problèmes.
Puis ça, ben, tu vois, c'est sûr que C'est le contexte qui détermine ça. Ben, Parce que là, soudainement, le contexte détermine l'usage. Puis au lieu d'avoir un moyen de surveillance, on a un moyen de résistance. Ouais, c'est exactement. c'est vraiment génial. Merci de le soulever. Ouais. C'est pervers, c'est stratégique, c'est délicieux. Ouais. Merci de le soulever, vraiment, Frédéric, parce que j'avais plaisir d'avance à en parler avec toi, parce que je sais ton attachement pour le contexte. Donc là, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Donc vraiment cette idée de redonner un visage, de montrer autant que possible, d'humaniser ces personnes appartenant à la jeunesse. Et donc, quelle source d'inspiration, évidemment. Et du coup, quand je mets en perspective la réaction d'un autre journaliste, alors je précise, c'est un journaliste pas du tout conservateur, pas du tout, enfin qui est très plutôt techno optimiste, enfin dans le sens quelqu'un d'enthousiaste, pardon, voilà, techno-enthousiaste. Ouais. Pas optimiste, mais il est enthousiaste pour quand il s'agit de l'intelligence artificielle. Donc voilà, pas de souci. Du coup, c'était intéressant de s'intéresser à son propos parce que lui n'a pas été convaincu par cette démarche de redonner un visage d'humanité. Donc ça me faisait un petit peu réfléchir. Alors déjà, petite précision, il était gêné, lui, par le bandeau qui apparaît dans le documentaire. À chaque fois qu'un visage est modifié, il y a une précision comme quoi il y a bien modification par souci de transparence, ce qui, moi, me paraissait pas déconnant en soi. Enfin, voilà. Oui. Si on fait ça aussi dans l'esprit d'un pied de nez au pouvoir, c'est le fun de s'assurer que le message passe. Soit compris. C'est ça. Voilà. Il remarque aussi, alors les premiers plans qu'on voit, vous avez des extraits sur YouTube ou sur Internet, enfin, vous pouvez y avoir accès même sans... Tu m'as envoyé les liens, là. Je t'ai envoyé les liens? Tu m'as pas envoyé? Non, c'était autre chose. Tu m'enverras le lien, ouais, ça aussi je le mettrai dans les notes. Les tout premiers plans qu'on voit avec un visage modifié d'une jeune, de Sarah, qui a 22 ans, donc c'est un pseudonyme, bien sûr, elle... c'est bluffant. C'est bluffant, c'est incroyable. Et je me dis, mais wow, ça marche du tonnerre. Et en fait, après, quand on la voit évoluer dans la rue, dans une voiture, etc., effectivement, dès qu'il y a un plan de profil, quand il y a un objet qui passe, par exemple une main ou quoi, caisse devant son visage, le deepfake saute. Ouais, là, Donc là, moi, la première fois que j'ai remarqué ça, je me suis dit... sécurité quoi puis sécurité de la parce que c'est du vrai. coup flou immédiat, ils ont travaillé à remettre du flou. Okay, oui. Sauf que je croyais que le flou ils savaient déflouter et puis ils étaient capables de reconnaître les visages avec donc ça m'a en fait là j'ai vu la limite de l'utilisation. Enfin je sais pas si on peut considérer que ce soit une limite, je sais pas techniquement s'il serait capable de retracer les choses et de retrouver les personnes. Si tu y penses, c'est que techniquement, il y a quelqu'un qui peut-être travaille là-dessus. Bon, voilà. Parce que je trouve que ce reportage, enfin, ce documentaire peut tellement être explosif dans le pays, donc voilà. Et il a remarqué également l'esthétique des visages, parce que du coup, sur les deepfakes en question, ce sont des visages avec une peau très lisse, des nez très affinés, des bouches un peu stéréotypées, c'est ce qu'il remarque. Et du coup, pour lui, ça lui faisait une espèce d'effet inverse de ce qui était recherché. Il trouvait que ça mettait à distance, que ça déshumanisait complètement ces jeunes femmes. Donc, d'un côté, vraiment, cette reporter qui voulait en fait donner un visage à des personnes qu'on cherche à voiler, et lui trouvait que c'était justement la technologie qui venait mettre un voile sur ces personnes. Donc je trouvais ça, mais le débat incroyablement intéressant à mener. Et peut-être que là, ça manquait dans son analyse un peu de contexte, parce que quand j'ai écouté des interviews du coup de la reporter, elle expliquait en fait que ce sont les femmes qui ont choisi elles-mêmes leur visage. C'est pas quelque chose d'imposé par nous. Alors peut-être que dans la constitution de cette technologie, il y a des stéréotypes, il y a mais
ces jeunes femmes ont choisi elles-mêmes leur visage. Et il y a une forme de coquetterie, il y a des choses que je trouve hyper intéressantes parce que quand vous vous intéressez au contexte, du coup, il y a cette idée de pied de nez. Elles jouent avec le voile. Bon, bien sûr, elles le remettent le plus possible quand elles croisent la police religieuse, mais elles jouent dans la rue à montrer le plus de cheveux possible. Il y a cette idée de se coiffer, les brushings, il y a le vernis à ongles, les manicures, c'est interdit. Donc, vous avez cette idée-là de jouer avec une esthétique, avec une coquetterie. Ouais. Et du coup, je trouvais intéressant que la reporter mette en avant dans ses interviews que c'était les femmes elles-mêmes qui choisissaient leur propre visage, qu'il y avait eu toute une démarche à ce niveau-là. Ouais, c'est intéressant. Quand bien même ce serait éventuellement peut-être des traits stéréotypés, occidentaux ou caucasiens, le fait est quand même que je trouve ça déjà pas mal. Enfin, vraiment. Voilà. Et du coup, dernier point là-dessus. Dernier point. Est-ce que j'ai un dernier point, moi Non, mais en tout cas, voilà, c'était ça. Ah oui, si. Un dernier point, si, aussi, que je trouvais très, très intéressant, justement, qui peut-être l'analyse de ce deuxième journaliste manquait peut-être d'un petit peu de contexte. Toujours dans une des interviews que j'ai entendues de la reporter, elle expliquait que je trouve que c'est très intéressant, très important, la première femme qui a accepté d'avoir un deepfake, c'est une religieuse, qui est plutôt contre parce que du coup, elle montre ses jeunesses au pluriel et y compris l'impact, l'onde de choc qu'a eu ce soulèvement, y compris pour des personnes qui ne suivent pas, qui vont, ça les impacte, mais pour autant ne s'inscrivent pas dans ce soulèvement. Et du coup, je trouve ça d'autant plus incroyable que ce soit la première personne qui a accepté d'avoir un deepfake soit une religieuse qui conteste plutôt ce soulèvement-là. Donc voilà, je trouvais la démarche très très intéressante et merci à ces deux journalistes du coup de m'avoir fait autant réfléchir. Vraiment trippant. Donc c'est ça, l'utilisation des masques, enfin, là, des deepfakes, des utilisations intéressantes, de l'hyper-trucage, comme ça qu'on le traduit pour... ici, l'utilisation, c'est pour redonner un visage à des visages qui étaient anonymes, redonner une humanité, protéger aussi la jeunesse qui conteste. Donc, toutes sortes d'utilisations vraiment intéressantes. Le nom peut-être le nom de la documentariste et du documentaire en question? Oui, alors Solène Chalvon-Fioriti, et du coup, c'est nous, jeunesse avec une parenthèse S, une parenthèse. Ouais, même si tu me fais des signes à l'audio, ça passe pas. Nous, jeunesse d'Iran. Voilà, disponible sur France 5, accessible en ligne, pour les Français de France. Génial, inspirant, Shirley. Moi, de mon côté, écoutez, on s'en va dans le beaucoup plus simple et basique. Je me suis amusé, puis des fois, il faut le faire. De mon côté, c'était la sortie de Meta AI sur Facebook Messenger. Je ne sais pas si vous avez vu le petit bouton. Bon, c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais le tester. Je me suis dit, je vais mettre un peu de temps là-dessus. Donc, ça roule sur Llama 3, le petit dernier bébé de M. Zuckerberg. Un petit robot conversationnel au bas de vos applications Messenger. Il y a un nouveau bouton. J'imagine que vous l'avez vu. C'est écrit Meta AI. C'est probablement le nom de l'outil désormais. Et la barre de recherche dans Facebook a d'ailleurs été remplacée par une barre qui dit « Ask Meta AI anything ». Avez-vous essayé? Du tout. Ben voilà. J'ai cherché à le désactiver. J'ai posé la... Oui, je l'ai testé. C'est la question la plus posée. Ah oui, OK. Bon, tu as vu, j'ai demandé comment te désactiver, puis ça marche pas. Ça marche pas. Il te mène une fonction inexistante. C'est la question la plus posée en ce moment. C'est comment on fait pour désactiver. C'est génial. Mais je suis pas surprise, cela étant. En tout cas, c'était le temps qu'on entend parler de Meta AI. Donc, ChatGPT, c'est sûr, c'est le plus connu. OpenAI, Microsoft. Gemini, anciennement Bard, c'est le moteur d'IA de Google. Restait Facebook. Puis Meta a tenté leur percée du marché. Puis c'est fait avec Meta AI. Puis plusieurs conclusions. D'abord,
Impossible d'y parler en français. Donc, Ah oui, c'est vrai. here we go again. on est d'accord au même endroit. C'est pas grave, je suis capable d'y parler en anglais. Je lui ai demandé de créer des images avec le moteur Imagine. Ça se compare là, à DALL-E puis à Bing. Vous l'utiliserez. Là, même genre d'image. Ça finit par se ressembler aussi. C'est sûr que mes prompts sont assez limités. Impossible de créer des images de personnes existantes ou ayant existé. Aucun problème à générer des images des franchises les plus connues. Donc, Marvel, DC, Star Wars, Harry Potter, toutes les franchises qui sont protégées par des droits d'auteur, tu peux demander des images, ça ressemble à ça. Voilà, j'ai fait mes petits tests, puis je m'amuse comme je peux avec mes références. Je lui ai demandé de générer des vidéos impossibles. Tout ce qu'on fait, c'est qu'il me décrit... Je lui ai dit, donne-moi des vidéos. Il me dit seulement des prompts d'une vidéo possible. Donc, on voit que c'est un peu limité. Sinon, ben ça fonctionne bien. Je sais qu'on le dit moins gourmand que ses compétiteurs là, en matière d'utilisation énergétique. J'ai pas vérifié. La question, Fred, la plus populaire posée à Meta, il le disait, c'est comment supprimer Meta AI de Facebook. C'est peut-être Yann Lequin là, qu'il faut répondre éventuellement. Sinon, je sais pas comment C'est prononcé, lui, d'ailleurs, Lequin, sur le Meta AI? Non, ben j'ai pas vu. Okay. J'ai pas suivi ce genre de dossier-là. Ben, c'est juste parce que d'habitude, il est assez critique de la trajectoire technologique que prennent les autres développeurs de LLM, là, de modèles. Là. C'est ça, donc... c'est ça, j'étais curieux. On va voir. C'est sûrement qu'il va rebondir là-dessus. Puis les enjeux éthiques, ben les enjeux éthiques qui sont liés à tout ça, vous les connaissez maintenant. Là, si vous nous écoutez depuis plusieurs épisodes maintenant, là, donc les enjeux éthiques, c'est toujours les mêmes. Je vous invite à prendre cet angle-là pour les identifier en amont. Donc, en amont de la technologie, il y a toujours des questions éthiques. Est-ce qu'on a utilisé des données des millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement pour créer ce genre d'outil-là? Gageons que peut-être que oui. Est-ce que les images, les textes utilisés pour créer cet outil-là, est-ce que c'était sous la protection des droits d'auteur? Les biais dans les données d'entraînement, les enjeux environnementaux. Donc, tout ça en amont. C'est les premiers enjeux éthiques. Donc, je vous invite à le faire. Là, en tout cas, c'est comme ça que je les organise maintenant dans ma tête. Là. Toutes les fois que je vois une application en amont, avant que cette application-là existe, c'est quoi les problèmes qui peuvent être en jeu. Puis en aval, donc, les utilisations. Là, vous voyez toutes les utilisations maladroites de ces outils qui génèrent du contenu, souvent sans filtre. On ne sait jamais trop où ils peuvent aller avec leurs réponses, la rigueur des réponses, les mensonges possibles, les hallucinations, puis les biais, là aussi, dans les images et les textes produits par ces outils. Fait que finalement, Facebook, qui est déjà une apocalypse publicitaire, là, maintenant a un outil qui va permettre aux gens de faire de la pub directement dans l'environnement de Facebook pour après ça essayer de nous rejoindre puis nous pousser de la publicité complètement ridicule. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce que le fil d'actualité de Facebook, là, ouais. C'est composé à peu près 10% d'amis, 40% de groupes que tu veux pas, puis le reste, c'est des sponsors puis des affaires comme ça. Là. C'est vraiment devenu il y en a qui ont appelé ça le Admageddon. C'est vraiment l'apocalypse publicitaire. Là. Je veux dire, il n'y a que ça ou presque. Que des pubs ou des contenus poussés par l'algorithme qui essayent de comprendre ce que tu pourrais aimer. Puis des gens qui nous disent que Richard Martineau a fait une déclaration très maladroite puis que sa carrière est en finie. France, on ne connaît pas Richard Martineau. Non, vous manquez pas grand-chose. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de fraude là aussi. Là-dessus, puis de fausses représentations. Fait que là, qui pousse du contenu, puis ta crainte, c'est qu'on sert aussi des outils d'AI pour pousser du contenu à la carte pour nous, des images, probablement, j'imagine que les propres données d'utilisation de Facebook font partie du modèle, là, des données d'entraînement. Fait que ça veut dire qu'on l'a alimenté depuis 2004, on l'alimente. Oh là là. Fait que là, ils prennent ça, puis j'imagine que nos propres interactions avec Meta AI, même si pour déconner, même si pour peu importe,
vont être utilisés pour comprendre comment on interagit avec Meta AI. Fait que donc, forcément, de là, tu peux peut-être essayer de comprendre comment les gens... En plus, tu connais déjà les comportements publicitaires. Fait que, tu sais, il commence à avoir beaucoup de corrélations que tu peux essayer de faire pour essayer de maximiser comment les gens produisent et consomment du contenu publicitaire sur une plateforme qui n'est que publicitaire. Ce qui fait que... en tout cas, voilà. On sent à quel point je suis enjoué par les réseaux sociaux ces temps-ci. Non, mais il y a ça, je comprends ton énergie, là, c'est ça. On a l'impression on se fait piller nos données, nos interactions, instrumentaliser. C'est peut-être depuis des années, j'ai l'impression que tout ce que j'ai partagé comme communication, j'ai l'impression que ça a été utilisé pour mieux me connaître, mieux définir, mieux me vendre des pubs, là, les interactions qu'on fait, les images qu'on a publiées de nos enfants, tout ça a été utilisé pour développer des outils, pour éventuellement produire des images de bébés, tout ça, là, on le voit, le cycle, la boucle, là, elle est quasiment fermée. Là. C'est pour ça qu'il y a des exemples, là, comme c'est ça, finalement, une vidéaste, une documentariste qui utilise la technologie pour résister, ça c'est fameux. Il faut noter ça. Alors que là, de l'autre côté, moi, je lisais un article sur le Média 404 là, qui documente un peu les fiasques du numérique. J'ai oublié le nom je m'excuse, j'ai oublié le nom du journaliste. Mais il s'est posé la question, comme probablement beaucoup de monde se sont posé la question, qu'on voit une image générée, là, un deepfake de bibliothèque extraordinaire. Là, ouais, je les reconnais. Je sais pas quoi, on les voit, là, c'est toute la même chose ou presque. Mais on regarde la quantité de réactions puis de commentaires qu'il y a là-dessus, puis c'est à coup de centaines puis de milliers. Tu te dis, voyons, les gens peuvent pas être bêtes à ce point-là. Fait que lui, il s'est dit, c'est qui répond puis qui aime ces publications-là puis qui échange là-dessus? Fait qu'il s'est mis à essayer de communiquer avec ces personnes-là pour voir s'ils existent. Puis à regarder les profils, puis etc. Puis dans la vaste majorité des cas, c'est des profils qui n'existent pas, là. C'est des profils qui existent, mais qui appartiennent pas à quelqu'un en particulier. Qui sont créés pour qui ont appartenu à quelqu'un, qui ont été piratés puis laissés là, puis qui utilisent depuis tout ce temps-là. Même dans les interactions, ils se sont rendus compte qu'il y a des utilisateurs qui retrouvent dans plusieurs discussions qui répondent toujours la même chose aux commentaires. C'est kafkaïen. C'est drôle, d'une certaine façon. On a j'imagine qu'à un moment donné, on va se tanner de ça. Des outils qui génèrent du contenu, puis des robots qui génèrent automatiquement du contenu, puis des robots qui automatiquement ce contenu. Pour générer de ça va être l'engagement. Autonome, finalement, tout ça. Là. Imaginez la quantité de ressources qui va là-dedans pour générer ça. C'est ça, mais c'est ça. Et puis tout l'argent que ça brasse. C'est fou. Tout ce que ça vient. Enfin. Bon. Moi, j'aime bien rappeler quand une compagnie fait un énoncé de valeurs en éthique, c'est toujours intéressant de les mettre face à leurs propres valeurs énoncées. Tu sais, on dit que c'est des valeurs en vitrine. Là. Les valeurs. Je crois qu'on est rendu là en ce moment. Enfin, là, on commence à. Ouais, il y a cette vitrine de valeurs en disant regardez comme on est tout beau. Ben, c'est ça. Et puis cet embryon de prise de conscience de attendez, ils sont un petit peu en train de se. Je vais vous dire leurs valeurs à Meta AI, puis vous me direz si c'est cohérent avec ce qu'ils font. Aïe. Be bold, focus on impact, move fast, be open, and build social values. Donc, oser. Pensez aux impacts, allez vite, soyez ouverts et créez de la valeur sociale. Il y a une certaine cohérence avec certaines valeurs. On peut critiquer les valeurs. Allez vite, je pense qu'ils sont cohérents. Là. Ils essaient d'aller vraiment vite. Pensez aux impacts, ils y pensent. Ah, mais pour mieux nous... Suffisamment. Pour mieux nous avoir. Enfin, pardon, ça fait un peu discours anticapitaliste. Mais... C'est correct. Ouais, ça va pas renverser le capitalisme. capitalisme. Hein, tu peux te sentir très C'est bien. bon. Il n'y a rien qui va renverser le capitalisme, Fred Charlie. OK. Sinon, ce sera tout pour ce 86e... Non, on doit être rendu au 87e épisode d'IA Café. Je l'ai coupé en deux. J'espère que vous avez aimé ce diptyque 2 épisodes. Qui aurait cru il y a 5 ans que ce projet nous mènerait là avec Shirley ici en studio. On parle d'IA, on parle de mes
avec des collaborateurs extraordinaires, des belles collaborations France-Québec et des auditeurs partout dans la francophonie. Bien hâte d'aller prendre une bière à Québec avec Shirley, Fred, Véro, Ève, David, peut-être un jour. On verra une bière d'ailleurs à la santé de Sylvain et Stéphane de l'autre côté. On va penser à vous. On va en prendre une autre de plus, là, juste pour vous. Merci à mes fidèles collaborateurs cette semaine. Ils sont passés en studio. Véro, Sylvain, merci à Frédéric Plamondon. Oui, c'est ça. Voyons, je me sens enfargé. Ça allait bien. Frédéric Plamondon ici en studio. C'est bon. Merci à Shirley Plumeran. Merci à toi. Et votre hôte, Jean-François Sénéchal. Merci encore de nous accompagner dans notre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Partagez notre podcast, parlez-en, commentez nos publications, faites votre boulot. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.